Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Keia. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Vous voyez ma tête. Hello, je ne le mets pas souvent parce que, premièrement, je vous avais expliqué mon problème de caméra. Et deuxièmement, avec mon dos, c'est pas toujours facile de rester comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo spéciale, comme vous pouvez voir derrière. Donc on va présenter un deck, je vais vous présenter un de mes decks, parce que j'ai fait un petit tournoi vendredi soir de standard, c'était le Store Championship du standard, et donc voilà, j'ai fini à une chouette place, je vais vous expliquer tout de suite et expliquer un peu mon tournoi, ainsi que mon deck, et on ouvrira les boosters cadeaux aussi que j'ai reçus. Voilà. Avant de commencer, on remercie évidemment la case départ, qui est le partenaire de la chaîne. Donc voici donc la case départ, c'est ce magasin à Louvain-la-Neuve pour tout ce qui est jeux de société TCG. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, il y a plus de 200 mètres carrés de jeux de société. Et vous avez aussi une salle en bas pour pouvoir jouer, tester des jeux, faire des petits tournois et ainsi de suite, ou venir simplement jouer librement. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous y allez à faire un petit bonjour de la part des royaumes de Keia, c'est toujours bien qu'ils sachent que vous venez après avoir regardé la vidéo. Voilà. Donc, comme j'expliquais, vous me verrez souvent bouger, ne vous inquiétez pas. Comme vous me verrez, comme vous pouvez voir, donc je suis sur le site de Moxfield, qui est un site en fait où vous pouvez enregistrer vos decks. Donc ce qui est pratique parce que du coup, vous pouvez voir l'état de vos decks, vous pouvez après faire des petits changements et ainsi de suite. Donc pour ce tournoi, donc c'est un tournoi Store Championship standard, j'ai été avec mon deck de cœur, comme vous pouvez voir ici, le Golgari My Love. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai aussi fait mon commandeur. Un autre, j'ai beaucoup hésité avec ce deck là, un autre en standard. J'ai mon moderne, j'ai mon popper et ainsi de suite. D'autres petits decks fun. Et évidemment, à chaque fois, quand je voudrais vous présenter un de mes decks, je vous le présenterai sous forme physique et en même temps sous forme de la decklist pour que vous ayez plus simple à comprendre de quoi je parle. Donc, on va ouvrir le Golgari My Love. C'est celui avec lequel j'ai été au tournoi. Hop, je regarde si vous voyez bien. Hop, oh mon dieu, on voit déjà un Sholdred. Donc, c'est un deck donc Golgari. Donc, pour ceux qui découvrent un peu Magic via ma chaîne, Golgari, c'est une association de couleurs qui est la couleur verte et la couleur noire. Donc, noir étant tout ce qui est le cimetière, tout ce qui est les pertes de points de vie, tuer des créatures. Et le vert, c'est souvent des créatures, quelque chose de bien puissant qui tabasse bien. Voilà, moi ça fait partie de mes couleurs préférées depuis que j'ai commencé Magic il y a plus de 25 ans. Et donc voilà, je continue. Parfois je leur rajoute du noir, du bleu ou du blanc, parce que c'est des couleurs que j'aime bien aller avec ces deux-là. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vraiment aller en pur Golgari. Je vous explique un peu mon deck, puis je vais vous expliquer mon tournoi, et puis je vous explique un peu les changements que j'aimerais faire pour ce deck. Vous allez voir, il y a très peu de changements parce que, mine de rien, ce deck a très bien fonctionné. Donc, pour commencer, on va commencer par le commencement. Hop. Première chose que j'ai mis dans mon deck, c'est Liliana. Liliana, c'est un Planeswalker. Alors, qu'est-ce que les Planeswalkers? De nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas trop Magic, les Planeswalkers, c'est un peu comme si vous avez des joueurs sur le terrain. Voilà, c'est un deuxième joueur que vous mettez sur le terrain. Ils vont avoir ce qu'on appelle... Oula, je balance mes cartes par terre. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est ce qu'on appelle... ils vont avoir des points de vie. C'est des points de... ici, alors, c'est des points de loyauté. Donc, par exemple, ici, Liliana, elle en a 3. Et ces points de loyauté, chaque tour, en fait, vous allez pouvoir les dépenser ou en rajouter pour pouvoir faire des effets. Voilà. Vous pouvez faire ça qu'une fois par tour, chaque effet, sauf si vous avez des cartes qui disent autre chose, mais là pour l'instant. Les effets de Liliana, c'est quoi? Pour un +1, vous pouvez que vous et votre adversaire défaussez une carte. Pour le -2, un adversaire ciblé sacrifie une créature. Et le -6, je prends tous les permanents que contrôle mon adversaire, je les sépare en 2 piles. Il choisit une pile qui va sacrifier et l'autre pile qui va rester sur le table de jeu. Voilà. Donc Liliana permet vraiment bien de gérer, avec le fait qu'elle peut tuer une créature adverse. La discard est toujours fort, donc voilà, vraiment pas mal. Dans le méta, mon deuxième Planeswalker que j'ai mis est vraiment bien. Alors Nissa ici, vous la voyez dans sa version fixe Phyrexian. Hop, je vais vous la prendre dans mon deck et vous la montrer pour que ce sera plus simple. Donc, j'avais 2 Liliana dans mon deck. J'ai une Nissa. Alors, hop,
je vous la montre. Hop, ma petite Nissa. Voilà. Alors Nissa, elle peut être payée, elle vous coûte 5 mana. Et 2 mana qu'on peut soit payer, comme vous pouvez voir, hein, mana vert, ou payer 2 points de vie. Excusez-moi. Ou payer 2 points de vie. Alors, normalement, elle arrive avec 7 compteurs loyauté sur elle. Sauf si vous avez payé des points de vie. Donc, entre guillemets, elle arrive plus vite, puisque au lieu de payer d'avoir du mana pour le faire, vous payez des points de vie. Et alors, elle arrive avec 2 compteurs loyauté en moins pour chaque coup de mana que vous avez payé avec des points de vie. Donc, par exemple, vous la payez pour 5, elle arrivera avec 3 compteurs loyauté. Si vous la payez pour 6, elle arrivera avec 5. Pour la payer pour 7, elle arrivera avec 7. Elle a un plus 1 qui fait qu'on va créer une XX, un token XX vers Phyrexian Horror, qui est sa force et d'endurance X, donc sa force et d'endurance seront égales à la loyauté de Nissa. Donc, quand Nissa a loyauté 7, par exemple, c'est une 7-7. Quand Nissa a loyauté 3, ce sera une 3-3, et ainsi de suite. Le moins 1, et c'est celui-là qui est le plus fort, surtout dans le méta actuel, vous allez voir quand je vous expliquerai mes parties, qui détruit un artefact ou un enchantement, pour juste moins 1. Et ça, c'est très fort. Et le moins 7, en fait, toutes vos créatures que vous contrôlez ont plus 1 pour chaque forêt, et ont le piétinement. Alors, je vais vous dire franchement, le moins 7, je ne le joue jamais. Mais là, le moins 1 a été la chose la plus utile que j'ai pu avoir lors de ce tournoi. Très très bien. Autre carte majeure du deck, c'est la première créature, c'est Glissa, Sunslayer, donc, que je joue en x4 évidemment, car Glissa est vraiment la meilleure créature du deck. Hein. Vraiment une des meilleures créatures du deck. Malheureusement, je ne l'ai pas 4 fois dans sa version que vous pouvez voir. Hein. Hop. Voilà. Donc malheureusement, je l'ai ici une fois en version normale. Bon, qui est déjà très jolie. Hein. Mais évidemment, moi j'aime bien les cartes un peu pimpées. Ah, on est passé sur l'autre créature. Attendez. Hop, je vous remets. Voilà. Donc, Glissa, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, donc déjà, c'est une créature légendaire. Hein. Donc à Magic, si vous mettez 2 créatures légendaires, il y en a une deuxième qui ira au cimetière. Vous choisissez l'une d'elles qui ira au cimetière. Bon, déjà, une sur la table, c'est largement assez. Hein. C'est une 3-3, First Strike, Dead Touch. Donc déjà, pour la bloquer, il faut se lever tôt. Parce qu'elle va mettre des blessures avant l'autre avec le Dead Touch. Donc ça va détruire automatiquement. Donc on va hésiter à la bloquer. Et moi, c'est ce que je veux. Qu'on hésite de la bloquer. Parce que quand elle fait des dégâts à un joueur, je peux choisir une des actions. Enfin, je suis obligé de choisir une des actions. Soit je pioche une carte et je perds un point de vie. Soit je détruis un enchantement. Et dans le méta, c'est hyper important. Soit j'enlève 3 compteurs à un permanent ciblé. Donc aussi bien l'adversaire que le nôtre. Vous allez voir, ça va bien fonctionner avec notre deck aussi. Donc voilà, Glissa, c'est une vraie très bonne carte. C'est une des cartes qui fait que j'aime ce deck. Et autant déjà pour la beauté de la carte que pour la force de la carte. Donc voilà, très content, Glissa, 4 fois dans le deck, on peut être sûr. Ça a été un rajout de dernière minute. Et mon jeu que j'ai bien fait aussi, c'est le Harvester of Misery, que je joue 2 fois, et 2 fois c'est largement assez hein, le moissonneur de misère. Les voilà. Donc en fait, il a une menace, donc pour 5, c'est une 5-4 menace. Donc menace, il ne peut être bloqué que par 2 créatures au minimum. Donc voilà. Donc une créature ne peut pas le bloquer, il faut être plus. Donc déjà, une 5 qui doit être bloquée pour 2, bah, généralement soit vous tuez les 2, soit il ne sait pas, c'est 5 dans la tête de l'adversaire. Donc déjà c'est bon. Mais il a un petit truc spécial, c'est que quand il arrive en jeu, il met -2/-2 à toutes les autres créatures. Vous verrez pourquoi je dis que c'est bien que je l'ai mis dans le deck. Et surtout aussi, on peut payer 2, le défausser de sa main, et mettre un -2/-2 sur une unité ciblée. Une créature ciblée. Donc, très très bien. Excellent, faut pas plus que 2. Voilà. J'hésite même à les mettre en side, je vous avoue, avec les cartes que j'aimerais bien remettre dans le deck après. Mais, dans le format, en tout cas dans les decks que j'ai affrontés, il m'a été utile. On va passer aussi à un incontournable, évidemment, de ce deck. C'est le Moosewood Dread Knight. Hein. En français, c'est le... Hop, est-ce que je l'ai en français? Non, je l'ai 4 fois en anglais. Donc, il va rester comme ça. Que vous voyez, hein, 4 fois comme ça. Magnifique. Alors, ça vient de mon édition préférée, hein, vous le savez, je le dis souvent. Hein, donc, c'est Eldraine.
Donc en fait, il a en aventure. On peut le payer en aventure, qui est un sorcerie, et en fait, ça va nous faire piocher une carte et perdre un point de vie. Et quand vous le mettez en aventure, vous le mettez sous le côté, parce que plus tard, ça veut dire que vous pouvez le payer en coup normal. Donc là, je l'ai mis en aventure, je pioche par exemple. Puis pour 2, je peux le remettre en jeu, et c'est une 3-2 piétinement. Super intéressant, hein, très bonne bête, ça fait piocher, et ainsi de suite. Mais ce qui est vraiment bien avec lui, c'est que quand il meurt, quand il a le piétinement, en fait, il redevient, en fait, on peut le rejouer depuis le cimetière en aventure, jusqu'à la fin de notre prochain tour. Et donc du coup, repayer 2 pour piocher une carte, perdre un point de vie. Il repasse en mode aventure, donc on peut repayer 2 pour le remettre, et ainsi de suite. Donc en fait, même s'il coûte du mana, c'est une créature qui est très récursive, et du coup, elle meurt rarement en fait vraiment. Donc bien embêtant pour vos adversaires, en même temps c'est un moteur de pioche. Voilà. Très bonne carte, hein. Je laisserai x4 dans mon deck. Puis j'arrive dans les petites cartes surprises que j'ai voulu mettre dans le deck. Donc avant ça, on va mettre le dernier incontournable des decks Golgari, qui est notre cher Sheoldred. Là voilà. Petite dédicace à mon ami Julien Marais, qui m'a vendu la boîte de Minaria, où j'ai pu trouver les 2 Sheoldred dans la boîte. Donc déjà un gros merci à toi. Hein. Mais que fait ce Sheoldred? C'est une 4-5 pour 4. Donc déjà rien que ça, c'est fort. Elle a le Death Touch. Mais elle a surtout que, à chaque fois que je vais piocher une carte, je vais gagner 2 points de vie. À chaque fois que mon adversaire va piocher une carte, il va perdre 2 points de vie. C'est-à-dire que quand je vais jouer celui-ci, en aventure, au lieu de perdre un point de vie et piocher une carte, si j'ai Sheoldred sur la table, je vais gagner un point de vie et piocher une carte. Voilà. Sheoldred, je le joue 2 fois. Il ne faut pas plus. Hein. C'est une créature légendaire. Mais voilà, c'est vraiment une créature nickel. Elle fait tout, elle est forte. Voilà. Elle ramène un peu de café. Elle fait tout. Et là, vous le voyez, la version écrite en Phyrexian que j'ai aussi. Donc, très content. Alors, après, je vais passer aux petites surprises que moi j'aime bien, que j'ai mis un peu dans mon deck vraiment. Hop, la petite surprise, allez, on est sur celui-là de nouveau, on va vous montrer. Qui est ce brave monsieur? C'est le Unstoppable Slasher. Donc c'est une nouvelle créature qui vient, d'ailleurs c'est toutes des nouvelles créatures qui viennent de la dernière édition, donc Dustmourn, Mornebrune. Donc, le balafreur invisible, que vous voyez là, je vais jouer en x3. Excellente carte aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, donc c'est une 2-3 pour 3 qui a le contact mortel. Et qu'à chaque fois qu'elle inflige des dégâts à son adversaire, une fois que tous les dégâts ont été infligés, en fait, le joueur va perdre la moitié de ses points de vie restants arrondis au supérieur. Donc ça veut dire qu'arrondi au supérieur, il y a possibilité de le tuer. Donc déjà, ça c'est très bien. Et ce qui est très chouette aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand il meurt, s'il n'a pas de marqueur sur lui, en fait, il revient en jeu, il revient sous le champ de bataille, engagé avec 2 marqueurs étourdissement. Avec marqueur étourdissement, ça veut dire qu'il revient engagé, et qu'on enlève un marqueur, à chaque moment on doit le détaper. Et au lieu, il ne se détape pas. Et quand on a enlevé le dernier marqueur et qu'il n'a plus de marqueur, prochaine fois qu'il devra se détaper, il se détape. De nouveau, s'il n'a plus de marqueur et qu'on le retue, il revient, et ainsi de suite. Excellente créature parce que c'est une Death Touch, ça a 2-3, ça revient, ça met une pression insoutenable à votre adversaire parce qu'il ne veut pas la laisser passer, il n'ose pas, et quand vous attaquez avec lui et Glissa par exemple, l'adversaire ne sait pas avec quoi bloquer. Est-ce que soit il bloque Glissa parce qu'elle peut gérer ses enchantements, elle peut m'aider, moi vous allez voir pour les 2 créatures qui restent à vous montrer comment ça peut m'aider, ou soit il gère, mais du coup il ne le gère pas, et donc il perd la moitié de ses points de vie, ou il gère celui-là, mais alors Glissa me permet de jouer tout mon deck, et donc voilà, c'est assez bon. Et là je vais passer aux 2 dernières créatures qui viennent de Mornebrune aussi. La première, l'Overlord des Hantebois, le suzerain de Hantebois. D'ailleurs, je vais vous montrer, est-ce qu'on voit bien? Hop, attends, hop, on le laisse dessus. Est-ce qu'on le voit bien? Regardez, hop, la version que j'ai, elle est quand même magnifique. Voilà, là on la voit bien, elle est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce brave monsieur? Donc, on peut le payer en imminescence. Qu'est-ce que les impending, vous voyez là? Donc en fait, je peux le payer pour 3, et je le mets en tant qu'enchantement sur la table. Ok?
il aura 4 compteurs dessus. À la fin de chacun de mes tours, j'enlève un compteur. Et quand il a plus de compteur, quand j'enlève le dernier compteur, hop, il arrive en jeu en tant que créature enchantement. Quand il arrive en jeu, donc quand je le mets en enchantement ou que je le paye de son prix de 5 normal, en fait, et quand il va attaquer, je vais engager un jeton terrain qui est de tous les types de terrain. Donc plaine, forêt, marais, île et montagne. Donc déjà, ça augmente ma mana base. Donc je rampe avec cette carte. Je rampe surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouveaux decks, les nouveaux terrains, excusez-moi. Alors, ici, j'en ai pas. Mais, si vous voulez faire des decks, par exemple, ça fonctionne très bien avec les nouveaux terrains de bande brune, justement, qui disent que bah, si vous avez une forêt, par exemple le bleu-noir, qui dit que si vous avez un marais ou une île, ça donne du bleu, au lieu, enfin, ça peut donner du bleu. Ben, hop, ça va chercher un LAN qui fait tout. Donc ça, super intéressant. Donc ici, dans mon deck, ça va ramper énormément. Il arrive vite, c'est une 6-5, donc c'est très très fort. Donc ça, je l'ai 3 fois. Et à côté de ça, je vais avoir son confrère, l'Overlord of the Balmurk. Ils ont de ces noms en anglais. Alors, en français, il s'appelle le suzerain de Sombreur. Et regardez-moi encore cette merveille. Comme il est magnifique. Voilà. Alors lui, il a Impending à 5, mais vous le mettez pour un incolore à noir. Déjà, c'est top. Et quand il arrive en jeu et quand il attaque, je vais meuler 4 cartes. Et je vais reprendre de mon cimetière une carte de créature ou une carte de Planeswalker qui n'est pas avatar. Donc malheureusement, ça ne fonctionne pas avec lui et l'autre suzerain. Mais je peux récupérer une Glissa, je peux récupérer Nissa, je peux récupérer un Unstoppable Slasher. Voilà. Et voilà. Et c'est une 5-5 pour 5. Super fort. Franchement, ça a super bien tourné niveau créature. Et niveau Planeswalker, j'étais très content. On va passer aux incontournables des decks noirs, évidemment. Hein. On va passer aux instants. Dans les instants, je vais avoir 3 cut-down. Donc cut-down qui permet de détruire une créature avec un total de force et endurance ensemble de 5 ou moins. Très bien pour tuer tout ce qui est petite créature et ainsi de suite. Et évidemment, les 4 droits à la gorge qui détruit une créature non artefact. Ça m'a un petit peu gêné, mais ça va, je vous expliquerai pourquoi. Les enchantements. Alors dans les enchantements, j'ai mis des trucs un peu marrants qui me fait bien rire. Déjà, le meilleur enchantement du jeu, la vertu de persistance. Donc, de nouveau, hein, Eldraine, merci Eldraine. Je peux la payer comme un sorcerie pour 2. Je fais -3/-3 à une créature et j'y gagne 2 points de vie. Faut jamais sous-estimer ça, c'est super fort. Et après, pour 7, c'est un enchantement qui dit qu'au début de mon entretien, je peux mettre une créature de n'importe quel cimetière en jeu sur le champ de bataille, sur mon contrôle. Donc hop, je pique les créatures, je récupère celle de moi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette vertu. J'ai réussi à avoir les 3 que je voulais, dont une magnifique. J'adore cette illustration. En fait, les Eldraine, j'en suis fou, hein, vous avez bien compris. Très très chouette. Deuxième que j'ai mis les cruautés de Gix. Alors celle-là, elle va peut-être partir. Je pense que c'est ce que je vais avoir comme changement dans mon deck. Voilà. Je pense que c'est elle. Je l'ai mis en dernier parce que je ne savais pas quoi mettre. Et maintenant, je sais quoi mettre dans mon deck pour jouer contre la méta. Donc voilà, la cruauté de Gix, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est un enchantement, une saga. Donc vous le mettez, vous résolvez le premier effet. Le tour suivant, on résout le deuxième effet. Et le troisième tour, on résout le troisième effet. Et après, elle est détruite. On la sacrifie. Donc pour 1, on cible un adversaire. Il révèle sa main. Je défausse une carte de créature de Planeswalker. Alors ça fonctionne bien avec la vertu, mine de rien. Hein, parce qu'on pourrait la reprendre, tout ça. Donc. Pour 2, ça c'est très fort. Par contre, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte que je mets dans ma main. Et je paye 3 points de vie. Donc un tuteur. Les tuteurs, c'est toujours excusez-moi, excellent, mais voilà, c'est un peu lent quand même, parce que ça veut dire que si je le joue tour 5, et encore, hein, je peux le jouer tour 6, c'est un peu lent quand même. Hein. Et le dernier, je mets sur le champ de bataille une créature, sous mon contrôle, une créature ciblée d'un cimetière. Donc voilà, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est même excellent, c'est vraiment une excellente carte, mais je pense qu'il y a mieux, et on va regarder un peu ce qui pourrait être mieux.
Et la dernière, c'est mon petit péché mignon, je voulais la tester. Et franchement, contre deux de mes adversaires, ça n'a pas fonctionné du tout. Contre le troisième et dans les parties tests que j'ai fait avant, c'était génial. Mais vous allez voir pourquoi ça n'a pas fonctionné contre les deux adversaires. C'est ceci, donc c'est Massacre au Croc du Boucher 2. Voilà. Donc, pour 4 mana noirs et double X, quand il arrive en jeu, chaque joueur sacrifie X créatures. Je peux vous le jurer qu'à chaque fois que ça m'a été utile et que j'ai joué, je l'ai joué juste pour 4 mana noirs. Vous n'avez pas besoin de plus. Franchement, ou alors vraiment, ouais, une ou deux créatures, mais ça coûterait trop cher en mana. Pour 4 mana noirs, c'est juste assez. Qu'est-ce qui se fait, cet enchantement? Eh bien, en fait, cet enchantement, il dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 3 points de vie, et vous remettez cette créature sous mon contrôle avec un compteur finality, donc un compteur fatalité. Qu'est-ce qu'un compteur fatalité? Ça veut dire que quand une créature avec un compteur fatalité meurt, hein, elle est exilée au lieu d'aller au cimetière. Je vous rappelle que Glissa peut virer les compteurs. Idem avec, il peut virer les compteurs de Slasher, il peut virer les compteurs de mes Overlords. Vous comprenez pourquoi Glissa est ma créature préférée, pourquoi elle est vraiment besoin. Mais c'est pas tout, parce que si ce serait tout, vous me direz, ouais, c'est pas trop mal, mais ça va. Ce qui est vraiment fort, c'est qu'à chaque fois qu'une créature adverse, qu'un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie, et s'il ne paye pas 3 points de vie, la créature vient chez moi avec un marqueur fatalité. Donc quand je tue des créatures adverses, ben, si j'ai ça sur table, en fait, mon adversaire est obligé de payer 3 points de vie, sinon la créature elle vient chez moi. Je crois que les Atraxa, ils vont vite payer 3 points de vie pour pas avoir Atraxa chez moi, par exemple. Voilà. Après, je vais passer à 22 LAN. Au début, j'en jouais 21, ça tournait pas mal. Là, j'en ai joué 22. J'ai souvent eu trop de LAN, mais je pense que 22, c'est le minimum. Je mets 4 Blooming Marsh. Donc les Blooming Marsh, le marécage bourgeonnant, qui fait que ça arrive engagé, sauf si on contrôle 2 LAN ou moins. Et il donne un noir et un vert. Voilà, c'est parfait. 4 landes de la noire. Donc la même chose, hein, il donne un incolore ou un vert et un noir, mais alors je prends un dommage. Il est connu depuis longtemps. 4 fois la maisonnette tourmentée avec la superbe illustration. Je l'adore. Eldrin. Donc lui, il arrive d'office engagé. Elle donne soit un mana noir, soit un mana vert. Et quand on paye 4, en fait, ça devient une 4-4 horreur, hein, qui peut attaquer. C'est toujours un LAN. Et quand il attaque, je crée un foot token. Voilà. J'exile une carte ciblée d'un cimetière, ce qui peut être pas mal dans certains, contre certains match-ups. Et le reste, c'est des LAN, des forêts. Et j'ai un port-fontaine, mais qui va sûrement sauter et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, ça c'est mon deck de base. On va passer au sideboard. Dans le sideboard, j'ai 3 assassins trophies, très utiles, hein, trophée de l'assassin, qui dit que je peux détruire n'importe quel permanent. Donc permanent, ça peut être un LAN. Hein, n'importe quel permanent que mon adversaire contrôle. Et il peut aller chercher dans sa bibliothèque une carte de Basic LAN et le mettre en jeu. Donc si par exemple il a un LAN spécial ou un Penstalker ou une créature ou n'importe quoi qui m'embête, je peux le détruire et il va juste chercher un LAN de base. Alors ça pourrait lui donner un peu de mana avantage, ça peut le faire ramper si par exemple je tue un Penstalker et qu'il a un LAN de base, mais franchement, pour tout ce que chaque fois que j'ai essayé, je trouve que c'est vachement utile. Après, je vais avoir la balustradure. Alors là, ça a été un peu surprise pour mes adversaires parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais en fait, c'est surtout que c'est une 5-5 pour 5 qui ne peut pas être contrée. Qui a trample, donc piétinement, et la célérité. Donc, qui ne peut pas être contrée, ça va aider contre mon deuxième adversaire. La célérité directe, il piétine, c'est une 5-5. Et là, le délirium, c'est-à-dire que je peux payer 4, le revenir de mon cimetière dans mon jeu. Sur la table avec un compteur fatalité et je ne peux le faire que si j'ai au moins 4 types ou plus de cartes dans mon cimetière. Ça arrive très vite, hein. J'ai des créatures enchantement, j'ai des trucs comme ça, donc voilà. Très chaude carte que j'ai testée, hein. Je vais continuer à la tester cette-ci. J'ai 2 aspirateurs à fantômes de nouveau de la dernière édition. Donc ça c'est très très fort contre plein d'archétypes, hein. J'exile une carte du cimetière et je peux payer 6, le sacrifier en fait, et je peux mettre sur le terrain sous mon contrôle en fait, avec un compteur flying, toutes les créatures cartes que j'ai exilées. La seule différence c'est qu'ils deviennent des 1-1 spirit en plus, mais ils gardent leurs autres effets, et ils volent. Très bien.
toute façon, pour vider les cimetières, c'est ce qu'il faut faire. Hop, je me suis trompé. Hop, dans les cartes à enlever, c'était pas ceux-là, c'était les cuivres, c'est celle-là. Après, je vais avoir ceci, bah, évidemment, un déchiqueté. Excellente carte du format. Il n'y a que des enchantements qui sont arrivés, des créatures enchantements et tout ça. Il y a de très bons artefacts. Ben voilà, vous exilez un artefact ou un enchantement pour 2 mana. Et si vous payez le kick, donc pour 4 mana, vous exilez n'importe quel non-land permanent. Donc, très fort. Le tranquille Friedback, la Kritishin tranquille, qui coûte 3, vous le mettez en jeu, c'est une 3-3. Et une fois qu'il arrive en jeu, vous pouvez payer un vert jusqu'à 3 fois. Et vous pouvez faire les choses qui sont en dessous. Donc, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement, exiler un cimetière d'un joueur et gagner 4 points de vie. Très bien, de nouveau, artefact enchantement qui détruisent. Et le dernier que je voulais tester, mais je n'ai pas encore su tester du coup, c'est une petite Unco. Pour 2, c'est un 2-2 chevalier, menace, qui est pas mal, mais vos adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie. Et pour 2, je peux le booster. C'était surtout pour vos adversaires qui ne gagnent pas de points de vie. Ici, pour les 3 matchs que j'ai fait, j'ai pas su le tester, mais je vais continuer à le laisser dans mon side pour l'instant, juste pour pouvoir le tester. Voilà. Je vous ai donc présenté mon deck. Hop. On va passer sur la vertu parce qu'elle est jolie. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu du tournoi. Alors, pour mon tournoi, à la première partie, j'ai joué contre un Boros, donc un blanc-rouge, qui joue avec des tokens. Donc, plein de tokens lapins, avec l'enchantement qui fait chez donc de Bloomborough, qui dit que vous pouvez payer 1, donc c'est les enchantements, j'ai plus le nom, excusez-moi, mais les enchantements où il y a 3 possibilités de trucs, et ils se stackent. Donc, vous avez un de base, qui disait qu'à chaque fois qu'un token arrive sur la table, il peut piocher. Le deuxième, s'il payait un blanc, donc le premier est toujours actif, mais le deuxième fait qu'il peut copier un token qui vient d'arriver, qui est en jeu. Et le dernier, qui coûte 4, c'est plus de plus 2 à tous vos tokens. Donc voilà, donc vous vous rendez bien compte, il pioche, il copie, hop, il booste tous ses tokens. Voilà, vous avez compris. Ça joue aussi avec l'artefact, les forges d'Urbarask, si ma mémoire est bonne, qui dit qu'à chaque début de phase de combat, il va mettre un token sur sa forge, et il va mettre en jeu une créature, token, qui a une force égale au nombre de tokens sur la forge, et une endurance plus 1. Ou c'est l'inverse, c'est la force plus 1, je crois que c'est ça. Et voilà, il a la célérité, il peut attaquer, à la fin du tour, on sacrifie ce token. Voilà. Donc, ça se joue là-dessus. Après, à côté de ça, ça joue des trucs pour gérer les créatures adverses. Ça joue des trucs pour pondre des tokens. Ça joue Elspeth qui va booster des tokens et leur donner le vol, et ainsi de suite. Voilà. Donc, adversaire très sympathique, malgré que la partie était très très lente. Voilà, parce qu'on voyait qu'il hésitait, il n'avait pas trop l'habitude, je pense, de jouer dans... En fait, Golgari est très connu, mais pas du tout la version que je joue. En fait, moi, ce que j'ai fait, ça fait quand même 3 mois que j'ai recommencé Magic, et ne sachant pas jouer, puisque je suis souvent chez moi, bloqué avec mon dos, avec mes problèmes, hein, donc ne sachant pas jouer, en fait, j'étudie beaucoup la méta. Voilà, j'étudie tous les decks, toute la méta, et je suis arrivé, en fait, à créer mon deck un peu moi-même, en me servirant de base, évidemment, comme je vous ai dit, hein, il y a des choses de base dans le Golgari, mais en rajoutant des trucs parce que je connais un peu les formats, enfin les decks que pouvaient jouer les gens, s'ils aiment bien un deck decké, s'ils ne le font pas tout seuls. Donc voilà, et donc j'ai vraiment cherché comme ça et créé mon deck par rapport à ça. Et surtout, le plus important, en ayant mis des cartes que j'aime. Donc là, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à builder mon deck, et il ne savait pas vraiment comment gérer ça. Les Overlords étaient très embêtants, et surtout Nissa, je l'ai posé, et à partir du moment où je l'ai posé, pour 1, je pétais ses enchantements, je pétais ses forges, je pétais tout en fait. Le Harvester, quand il arrivait en jeu, -2/-2 à tous ses tokens, tant qu'il les avait pas boostés, ça zip tous les tokens. Donc voilà, donc les cut down, les go for the throw, parce que c'était des lapins, m'ont beaucoup aidé. Et après, Glissa qui enlève les tokens, ou qui pète des enchantements, c'est une horreur pour lui, très difficile à la gérer, donc voilà. Donc il avait des fins de soleil qui rasaient des boards, il avait des trucs pour gérer mes créatures, mais voilà, moi je revenais avec mes créatures de mon cimetière, j'avais quand même beaucoup de choses qui étaient récurrentes, donc voilà, la première partie, je crois qu'elle a duré bien 40 minutes,
parce qu'il a voulu continuer, malgré qu'il était dans le fait d'avoir très dur dans le match, hein, et de se dire, il a voulu quand même pousser, malgré qu'il voyait que j'avais l'avantage, et qu'il, voilà, parce qu'il savait qu'après side, mais j'avais tellement de cartes contre les enchantements et les artefacts, que avec tout ce que j'allais rentrer, c'était impossible pour lui. Je finis quand même par la gagner, donc je gagne 1-0, et commence la deuxième manche. Du coup, et là en fait on arrive au time, pas moyen, il n'a pas aucun moyen de gagner. Moi j'aurais pu, s'il y avait encore 5 minutes, y arriver, mais voilà, donc je gagne 1-0, donc je gagne la manche. Deuxième partie, je tombe contre de nouveau un deck token, mais cette fois-ci complètement différent, parce que je vais jouer contre un blanc-bleu, en fait un Azorius. Et là, contre Merlin, il joue en fait des cartes de contre, ça c'est moins fan. Il va jouer des enchantements aussi, donc pour des lapins, qui augmentent les tokens, copie les tokens, mais lui, et c'est ça qui va m'embêter extrêmement, il va jouer en fait pas les forges du Rabras, qui sont rouges, qui est un artefact, donc je peux gérer. Par contre, lui, il va jouer en fait des LAN en fait qui vont mettre des créatures token artefacts 2-1 toxique 1. Et donc il va jouer sur le toxique. Et en fait le problème c'est que c'est des créatures artefacts. Donc mes go for the throw, ben, je ne sais pas les détruire en fait. Donc il va, voilà, la partie va durer parce que je vais quand même arriver à gérer. Et il va gagner la première 1-0 après 38 minutes. De nouveau, c'était très serré, mais voilà, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Je rentre mon side. Et là on arrive au time, et into au time, donc 2-0 pour lui, rien à dire, excellente partie, très très chouette. C'est là où j'ai pensé à quelques cartes que je pouvais changer dans mon deck, mais vraiment sans même changer la structure du deck, hein. Vraiment 2-3 trucs à changer. Et la dernière par contre ça a été dans le sens inverse, je joue contre un mirror, mais un mirror comme je vous ai dit, quelqu'un d'un Golgari qui joue un Golgari, je vais dire classique, avec les chauves-souris, avec de la discard et tout ça, sauf que moi je suis tellement récurrent, mais qu'il n'arrive pas à bloquer Slasher. Glissa est une horreur pour lui. Voilà, et au final, mes Overlords qui m'accélèrent plus que lui. Quand les Overlords arrivent, c'est horrible pour lui. Il ne sait pas gérer ça, et en fait, je le massacre, la première. Et la deuxième, je mets justement le massacre, l'enchantement. Et là, chaque fois qu'il peut mettre une créature, que moi j'arrive à la gérer, elle peut revenir chez moi où il perd 3 points de vie. C'est ingérable pour lui. Je gagne 2-0 assez vite. Donc voilà, donc mon tournoi a un peu fonctionné comme ceci, donc très très chouette pour mon premier tournoi, j'étais content. Je finis à la deuxième place ex-aequo, en fait le deuxième et le troisième sont en ex-aequo, 2 victoires, 1 défaite, avec le même goal average plus ou moins, donc voilà, très content. Du coup, j'ai reçu des lots. Hein. Premier lot que j'ai reçu la sphère chromatique, comme ceci. Voilà. Deuxième lot, j'ai reçu alors le Reality Smasher, que je ne connaissais pas, un Eldrazi, je ne connais pas bien les Eldrazi, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une 5-5, voilà, comme ça peut-être. J'ai reçu celui qui m'intrigue le plus, un booster promo pack d'Osmo, et 3 boosters en anglais, que je vais ouvrir maintenant, hein, qu'on va pouvoir regarder ça. Bonjour à tous. Donc, le premier booster, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ce que j'ai eu dedans. Alors, hop, je vais passer évidemment tout ce qui est commune et Unco. Hein. J'arriverai à la dernière Unco, je vous montrerai. Hop, hop, Unco. Alors, hop, comme ceci. C'est parfait. Killer Mask. Ah, le Relucant Role Model. Et un LAN commune. Ouais, un LAN commune et en foil, une commune aussi. Ok. Ouais, déjà chouette. Oh, la carte comme ceci est très jolie. C'est la double pièce feu et glace là. Très très joli. Deuxième booster qu'on ouvre. Alors, hop. On va passer, hop. Alors. Hop. Attendez, hop. J'essaie de me mettre bien.
pour que la caméra voie. Friendly Ghost. J'ai l'impression d'être Tenchinan. Oh, ciao, non. Ok. 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 La peur de tomber. Le sporodique infection. Vengeful possession. Et derrière, on va avoir. Oh, ben le Overlord noir. Excellentissime. Et derrière, on a de nouveau un land en foil. Et. Oh, j'ai eu le land comme une foil. Et une commune foil derrière. Intéressant. Ça, c'est cool. Mais très très cool, par contre, j'ai eu l'Overlord noir. Là, je suis content. Hein. Overlord et mon ami Char Chénard. Dédicace à lui pour la vidéo. Et après, hop, 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 hop. Alors, on est reparti. Tenchinan. Pour que vous voyez. Ouais, je sais. Vous inquiétez pas, je vais bientôt essayer de changer de caméra. Mais comme vous savez, je m'autofinance moi-même. Donc, c'est pas vraiment facile pour l'instant. Donc, voilà. On va essayer de faire ça. Hop. Ouh, le Razorhead King. Ça, c'est très bien, la tête d'épingle. Elle n'est pas encore jouée, mais elle est tellement forte. Et voilà. Bah, écoutez, j'ai eu 3 chouettes cartes. Hein. 3 chouettes cartes dans ce paquet. Dans les paquets que j'ai gagnés, hein, donc voilà. Très très chouette, hein. Moi je vais pas me plaindre. Ah, elles sont cool. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ceci. Je ne sais pas du tout ce qu'on peut avoir dedans. Donc je l'ouvre devant vous. Est-ce que c'est que des communes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des alternés? Je ne sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'on peut avoir dedans. Et je suis rentré évidemment avant... j'avais trop mal à mon dos avant que les autres ouvrent leur paquet, donc je ne sais pas. Hop, on ouvre, on ne regarde pas. Hop, je fais glisser. Alors, derrière ici, j'ai un code Arena pour vous. Vous le voyez bien? Bon, même si vous ne voyez pas bien, vous savez c'est quoi. Hein. Voilà. Ok. Cadeau. Deuxième chose. Prêt? Hop, c'est bien parce que je découvre avec vous. Hein. Oula! C'est une carte Natural Grow. Oh! Oh! Ok, 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 ok. Joli. Deuxième carte. Waouh! Oh, il est beau lui. Le Valgavoth Priest là. Faceful. Le clair qui fait appel Valgavoth. Et la dernière carte, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est le Terra. Ok, bah écoutez, c'est ma foi, c'est pas mal du tout. Ben voilà, la petite vidéo se termine comme ceci. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus ben voilà, je vais pas faire énormément de tournois, vous le savez bien, avec ma santé c'est pas facile, mais si je fais quelques petits tournois, est-ce que vous voulez des explications comme ça, des présentations de deck, voilà, si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement ça coûte rien et franchement ça encourage, surtout moi ce que j'aime bien c'est les commentaires, donc voilà, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez envie qu'on fasse dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de me suivre et en tout cas, ben, n'oubliez pas, amusez-vous.